Bonsoir, bienvenue au Café des Luttes, au cœur du Forum social de la Fête de l'Humanité. Pour ce dernier débat du samedi après-midi, avant de reprendre les entretiens avec tous nos invités demain matin à 11 h. Nous avons le plaisir d'accueillir au micro de la MVO aujourd'hui, dans l'ordre ou le désordre, Pascal Lefebvre, secrétaire fédéral de la FILPAC-CGT, et Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ-CGT, syndicat national des journalistes. Nous allons aujourd'hui avoir leurs analyses sur les attaques tous azimuts dont la presse fait aujourd'hui l'objet et sur les ripostes que les uns et les autres réussissent à construire et sur ce qu'ils parviennent à construire ensemble pour défendre le pluralisme et la démocratie de la presse. Parce qu'au cœur de l'été, on ne sera pas forcément ici étonné que ça ait lieu à ce moment-là, le Parlement a adopté le projet de loi du ministre de la Culture, Franck Riester, sur la distribution de la presse, qui remet frontalement en cause la loi Bichet qui avait été adoptée en 1947 et les grands principes de la loi. Nous allons en parler. Une loi dont l'objectif essentiel était de permettre, et même d'imposer d'une certaine façon, la distribution de toute la presse sur l'ensemble du territoire national, la mettant à la disposition de l'ensemble des citoyens. Parallèlement, les journalistes dénoncent la multiplicité des attaques contre la presse, concentration, attaques politiques venant du gouvernement, violences policières même. Emmanuel Vire, vous évoquez tout cela à la fois. Que se passe-t-il aujourd'hui dans la presse? Quels sont les enjeux d'une telle situation et de ces attaques grand format que vous dénoncez? Bonjour, merci beaucoup. D'abord un mot, on est à la fête de l'humain ici, on fête l'humanité. L'humanité, justement, tu parles de concentration. L'humanité est un des 2 derniers quotidiens indépendants avec la Croix et l'humanité est au tribunal de commerce. L'humanité va peut-être disparaître d'ici la fin de l'année. Voilà. Donc on voit que la fête est un grand succès populaire, qu'il y a beaucoup de gens. Il faut savoir que le tribunal de commerce a osé dire que dans le plan de continuation, il faudrait que la fête de l'humanité soit un succès pour que l'humanité, journal, puisse vivre. Je crois que la fête sera un succès, donc on espère déjà que l'humanité puisse vivre. Dans un cadre où le monde diplomatique a publié en association avec Acrimed la nouvelle carte de la presse et des médias français. Cette carte montre que 90% des médias appartient à des milliardaires ou à des banques. Et on en a eu encore un exemple cette semaine avec cette réaction des 460 journalistes du Monde suite à la tentative de prise de contrôle de M. Kretinsky, oligarque tchèque, qui, après avoir mis déjà la main sur la presse magazine de Lagardère, est en train de vouloir mettre la main sur Le Monde. Donc voilà, on est un des seuls pays d'Europe où la presse est aux mains de quelques milliardaires. Et les quelques rares espaces d'indépendance sont menacés, voire au tribunal de commerce. Qui plus est, des milliardaires dont le métier n'est pas forcément la presse. Ah oui, non, mais dont aucun n'est la presse. Ce sont soit des marchands d'armes, soit des banquiers, il n'y a plus de professionnels de la presse. Vous évoquez également les violences policières contre les journalistes, en particulier les photojournalistes qui suivent les manifestations, et vous évoquez les multiples attaques politiques qui viennent directement du gouvernement et des décisions que prend le gouvernement. De quoi vous parlez en fait? Oui, on se battait depuis des années sur cette concentration et ses effets sur l'emploi, et évidemment en tant que syndicat. Et depuis déjà sous Hollande, on l'avait vécu, mais là avec Macron, ça a atteint son paroxysme. Les journalistes ne peuvent plus exercer leur métier de manière normale pendant les manifestations, pendant les mouvements sociaux. Ils sont menacés, ils sont insultés et ils sont blessés par des tirs de LBD. Le syndicat a porté plainte avec 10 photojournalistes contre l'État sur ces violences contre les journalistes. Et c'est un niveau qui n'a jamais été atteint. Et alors, l'État, le ministre de la Culture lui-même a tenté au début du mouvement des Gilets jaunes de faire passer les quelques excès qu'il y avait eu de la part de certains gilets jaunes contre les journalistes, parce que c'est vrai qu'il y a eu des excès, hein, c'est une foule, c'est un mouvement social qu'on avait rarement vécu de cette ampleur-là. Il fallait ressouder les liens entre les pouvoirs publics et les journalistes. En gros, on était de la même classe contre ces gilets jaunes.
mais ils ont eu une réaction unanime de la profession de journaliste. Et là, j'en suis très fier, que ce soit les SDJ de BFM TV ou du Figaro, qui ont dit au ministre de la Culture, notre problème, ce n'est pas les violences des Gilets jaunes, c'est les violences policières contre les journalistes. Ce sont donc des attaques très graves contre la possibilité pour les journalistes d'effectuer leur métier, et donc contre le pluralisme de la presse et partant contre la démocratie. Et c'est précisément dans ce contexte qu'a été adoptée cet été la loi Rister, qui remet en cause les principes mêmes de la distribution de la presse tels qu'ils avaient été débattus et adoptés à l'unanimité à l'Assemblée nationale en 1947. Qu'est-ce que c'est que ces principes qui sont remis en cause? Qu'est-ce que c'était que cette loi Bichet? Et qu'est-ce que dit aujourd'hui la loi Rister, Pascal Lefebvre? Alors merci déjà pour cette émission sur un sujet crucial pour notre société, c'est le droit d'informer les citoyens et que chaque citoyen ait le droit à l'information de son choix. Parce que la loi Rister vient mettre à bas un système de distribution de l'information sur l'ensemble du territoire qui a été mis en place en 1947, tu as raison de souligner, par l'ensemble de l'Assemblée nationale. Il faut juste se rappeler que cette loi fait suite en fait à la collaboration des différents patrons de presse pendant la période d'occupation nazie, à la propagande nazie, et qu'à un moment donné, le Parlement, les élus de la nation ont dit qu'il ne fallait plus que les finances étrangères aient la main basse sur la presse. Et Emmanuel vient de citer effectivement le milliardaire tchèque, mais il y a d'autres milliardaires étrangers qui mettent la main basse sur l'information des citoyens aujourd'hui. Et surtout qu'il fallait éviter toute concentration, tout l'inverse de ce qui se fait. Et cette loi vient mettre donc à mal le système de distribution qui permettait à chaque citoyen d'avoir le journal de son choix distribué au même prix, quel que soit le lieu où il se situait sur le territoire. Je veux l'UMA à Marseille, je veux l'UMA à Toulouse, il coûtera toujours le même prix, même si pour accéder à ce journal, les temps de transport entre l'imprimerie et le lieu de livraison sont distants de plusieurs centaines de kilomètres. C'était ça la loi Bichet. Alors, on a rencontré à plusieurs reprises les représentants du gouvernement, les représentants de l'Assemblée nationale, et cette loi met un terme, effectivement, à la péréquation tarifaire qui permettait à tout citoyen, encore une fois, d'avoir le journal de son choix, de presse magazine, de presse spécialisée, de presse d'information quotidienne sur le territoire au même prix et au même tarif. C'est ça qu'ils ont mis à mal pour accélérer la concentration dans les mains de quelques-uns de toute l'information de la presse écrite. Manu a raison de parler de l'UMA, mais il y a aussi des journaux qui sont en grande souffrance aujourd'hui, qui sont la Marseillaise, qui sont l'Écho, qui sont le Patriote, des journaux d'indépendance éditoriale qui aujourd'hui risquent de disparaître très prochainement, et c'est le pluralisme de l'information, c'est-à-dire le choix de chaque citoyen d'avoir l'information et les contenus d'information qu'il souhaite retrouver chez lui à disposition. Merci infiniment pour ces explications très claires qui mettent en lumière les dangers qui nous concernent tous, visiblement, en tant que citoyens. Quelles sont aujourd'hui, du coup, les réactions dans la profession, dans vos professions? Et puis, ce dossier concernant le pluralisme de l'information, et nous concernons donc tous, envisagez-vous d'éventuelles réactions communes entre organisations syndicales et entre organisations syndicales et organisations citoyennes? Et si oui, lesquelles? Alors, pour nous, elles sont de 3 ordres. Alors, évidemment, je parlerai après de tout ce qu'on fait avec nos camarades de la FILPAC, parce que ça, c'est un travail quotidien. Donc là, on est même hors CGT. Ou si, on va dire, mon premier axe, ce serait ça. Ce serait ces milliardaires-là qui ont à la fois les tuyaux, les contenus, etc. Je pense par exemple à Drahi. On va mener un travail avec les autres fédérations CGT pour que, ensemble, dans les entreprises, qui sont maintenant plus des entreprises de presse ou de médias, mais qui sont des trucs, voilà, on puisse mener le combat en interne de façon organisée, structurée. Ce que jusqu'à maintenant on n'arrive pas à faire, parce que évidemment, tous ces rachats, toute cette concentration a cassé les équipes syndicales, donc évidemment c'est compliqué, hein, mais tout ça est à reconstruire. Un deuxième point, c'est évidemment, face à l'extrême précarité de la profession de journaliste, il faut savoir qu'à la fin de l'année, on va être à 1000 licenciements de journalistes en 2019. Ce qui est du jamais vu. C'est du jamais vu.
sur une population de 35 000. C'est rien. Tout le monde a licencié des journalistes cette année. L'audiovisuel public ça va être 1000 postes. Hein, bon, là-dessus, évidemment, c'est se rapprocher avec les autres syndicats de journalistes, avec aussi nos camarades de la FILPAC, des coordinations qui se sont créées de précaires, de pigistes. Il y a beaucoup de coordinations. Je pense à des professions pigistes, des choses comme ça. Et là, on a lancé une coordination qui va se réunir dès la rentrée pour des choses toutes simples. Comment faire pour qu'un précaire, une femme journaliste précaire puisse avoir un congé maternité en bonne et due forme, tout simplement, et qu'elle soit rémunérée. Des choses comme ça. Comment les précaires accèdent à la formation. Donc déjà, parce que pour avoir une presse de qualité avec des journalistes, une indépendance de qualité, il faut que les journalistes aient des conditions de travail acceptables. Voilà. Et je vais laisser pour la fin à Pascal qui... Juste la riposte, effectivement, nous la construisons ensemble, comme Emmanuel vient de le dire, dans les différentes entreprises. Et là, par exemple, dans le sud de la France, dans le sud-est, nous sommes en train de regrouper tout un collectif avec l'Union départementale des Bouches-du-Rhône, l'Union départementale des Alpes-Maritimes, la région CGT, les fédérations concernées sur la liberté de la presse, parce qu'aujourd'hui, effectivement, je le disais, la Marseillaise est en danger. Nice Matin, avec la mainmise de Xavier Niel, multimilliardaire qui vient de prendre le capital de Nice Matin, et la restructuration de la Provence est en danger. Et donc, nous travaillons effectivement aujourd'hui sur les territoires. Nous allons rassembler les citoyens autour de leur presse locale et régionale pour nous battre auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès des éditeurs, pour que l'indépendance journalistique existe, pour que les moyens de produire l'information, parce qu'il y a les journalistes, mais il y a aussi toutes les imprimeries et les moyens de diffusion, donc je pense aux camarades de Prestalis, entre autres, pour que chacun puisse avoir un emploi et des conditions sociales qui permettent à chaque citoyen d'accéder à son information le matin de son choix, que ce soit la presse écrite ou la presse multimédia, comme on l'a sur les tablettes numériques et autres. Voilà ce que nous sommes en train de développer sur les territoires, avec les camarades et avec les associations de lecteurs des différents journaux, en ce moment même, en particulier dans le Sud-Est. Et vous savez que le Sud-Est est un point important pour les municipales. Il y a une montée importante du Front National. Et là, effectivement, la presse d'information, elle a son rôle à jouer. Et c'est pour ça que nous menons cette bataille, en particulier dans le Sud-Est. Mille merci. On arrive malheureusement à la fin de cette émission. Un quart d'heure, c'est très très court. J'invite les auditeurs à lire l'analyse qui a été faite, en particulier grâce à nos deux intervenants dans le dernier numéro de La Vie ouvrière, de la NVO, que vous pouvez trouver sur la fête de l'UMA ou auquel vous pouvez vous abonner. Nous arrivons au terme des débats de l'après-midi. Merci à la régie, merci à Fred, à Bastien, à Lénie, à Alexandro. Rendez-vous demain matin à 11 h pour le Café des Luttes au Forum social de la Fête de l'Humanité. Et merci à tous les deux. Merci.